Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler Assemblée nationale, France Inter et football. Et pour commencer, parce que ça faisait longtemps, si nous parlions de la réforme des retraites. Parce que oui, après les batailles parlementaires, les 47-1, 49-3, manifestations et tentatives de motion de censure, la lutte n'est toujours pas finie. Et comme la dernière fois, c'est au groupe Lyot que nous devons cette tentative de suppression de la loi. Le groupe Lyot qui profitera de sa niche parlementaire du 8 juin afin d'essayer d'abroger le recul de l'âge de départ à la retraite. Et cette fois-ci, ça a des chances de marcher. Parce qu'avec les voix de la gauche, du RN et de certains députés de droite, le compte risque fortement d'y être. Surtout quand on voit les périodes de tension que traverse notre pays qui quand même sent bon la fin de la Macronie, et peut-être que cette fois-ci, les quelques voix des Républicains qui nous manquaient seront présents. Alors oui, bonne nouvelle, on a une chance de voir cette loi injuste retirée, mais en face, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bon, déjà, je ne pense pas qu'ils veulent aller sur le terrain de l'obstruction parlementaire. Parce qu'après avoir joué les indignés et crié au scandale quand ils les philosophaient, pas sûr que ce soit bien vu de faire la même chose derrière. Mais bon, après, c'est la Macronie, on est toujours surpris. Mais bon, vous connaissez la majorité, à force. Pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, ça va jouer sur les articles de la Constitution. Et après les 47.1 et 49.3, c'est au tour de l'article 40 d'être utilisé. Alors du coup, il fait quoi ce nouveau Pokémon? Ça donne les pleins pouvoirs au président si l'on bravème dans ta gueule? Ah bah non, ça c'est déjà fait apparemment. L'article 40 de la Constitution dispose que les proportions de loi des députés et sénateurs ne sont pas recevables si elles diminuent les ressources ou aggravent les charges publiques. En gros, tu peux pas proposer ta loi si elle coûte du pognon à l'État. Et la défense du gouvernement est très bien expliquée par Aurore Berger, que je cite: la proposition de loi de Lyot est inconstitutionnelle puisqu'elle crée une charge pour les finances publiques de 15 milliards d'euros, parlant même d'un coût global de 20 milliards d'euros. Sauf que les gars, vous oubliez deux trucs. Le groupe Lyot compte utiliser la taxe tabac comme gage des dépenses, donc pas de coût financier, une pratique de nombreuses fois utilisée à l'Assemblée. Et surtout, le bureau de l'Assemblée nationale a déjà approuvé le sujet de la niche parlementaire en prenant en compte l'article 40. Ne voyant pas de problème avec le texte proposé par Lyot, et ça depuis fin avril. Donc, va falloir trouver autre chose là. Et dans ces cas-là, pas de souci, on n'a qu'à utiliser l'alinéa 4 de l'article 89 du règlement de l'Assemblée nationale. Tout simplement. Non mais en fait l'Assemblée nationale c'est des joueurs de Yu-Gi-Oh à base de cartes magiques, de cartes pièges, de haha contre Uno, c'est un délire le truc. Alors du coup, on est reparti, que nous dit l'alinéa 4 de l'article 89? L'irrecevabilité d'un texte est appréciée par le président ou le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire ou un membre de son bureau désigné à cet effet. En gros, OSEF si le bureau de l'Assemblée nationale approuve. C'est le président ou le rapporteur général de la commission des finances qui décide, en termes de finances justement. Alors bonne strat les gars, sauf que la coutume, elle veut que ce soit le président de la commission des finances qui décide en matière de finances justement. Ce qui paraît logique. Et vu que le président de la commission des finances, c'est Éric Coquerel, donc un insoumis, pas sûr qu'il aille dans votre sens. Et bon, si c'était un autre parti politique, l'histoire s'arrêterait probablement là, on laisserait les choses se faire, sauf que vous oubliez qu'on parle des macronistes les enfants, et ils vont pas lâcher l'affaire. Malgré tout ça, ils veulent quand même utiliser l'article 40, et si possible, faire vérifier la recevabilité financière du texte de Lyot, non pas par le président de la commission des finances, comme le voudrait l'usage, mais par le rapporteur des finances qui lui est chez Renaissance. Ce qui serait quand même bien pratique en termes de décision qui irait dans leur sens. J'ai fait une sarco là. Un procédé tout à fait légal, car même si la coutume veut que la décision soit prise par le président de la commission des finances, l'article 89.4 a une ambiguïté permettant au rapporteur général ou à un membre du bureau des finances de juger de la recevabilité d'un texte. Donc oui, c'est légal, sauf que ça n'arrive jamais. Ou en tout cas extrêmement rarement. Quand il est disponible, c'est le président de la commission des finances qui tranche. C'est comme ça a toujours été comme ça. C'est la coutume. Après, les macronistes, avec la coutume, ils s'en foutent, mais quand même. Et tout ça, c'est bien sûr sans compter Laurent Marcangeli, le chef des députés Horizon, qui a subtilement laissé entendre aux députés corses de chez Lyot qui voudraient voter favorablement le texte, que ce serait quand même très contrariant niveau discussion institutionnelle concernant l'île. Et oui, c'est des menaces, clairement. Mais attends, on parle de l'Assemblée nationale ou d'une mafia italienne, là, je comprends plus rien. Ah là là, encore une fois, belle démonstration de démocratie de la part de notre gouvernement. Allons jusqu'aux manœuvres les plus basses pour arriver à leur fin, et ce sans que le moindre texte ait une chance d'être voté dans les règles de l'art. Ah si vous vouliez un président disruptif, vous en avez pour votre vote là, hein. Et je sais, je le dis souvent, mais quand même, c'est beau la démocratie.
Alors à la base, pour le deuxième point, je voulais vous parler du festival de Cannes, et principalement pour son film d'ouverture, Jeanne du Barry. Alors non, pas que les histoires de cours m'intéressent particulièrement, mais c'est surtout pour son acteur principal et sa réalisatrice que je voulais en parler. Mai Wen pour son agression envers Edward Plenel, et Johnny Depp pour tout ce qui concerne la polémique autour d'Amber Heard. Et oui, j'aurais pu vous dire qu'une fois de plus, la France met à l'honneur des agresseurs et autres personnes problématiques. J'aurais pu faire un parallèle avec Adèle Haenel, qui a décidé de mettre fin à sa carrière pour dénoncer la complaisance du milieu envers les agresseurs sexuels. Et oui, je sais, c'est ironique, un acte purement politique et totalement revendiqué comme tel par l'actrice, une décision bien sûr moquée par les droitards. Évidemment. J'aurais pu vous dire que bizarrement, faut politiser le cinéma sur certains sujets, avec la baffe de Will Smith, donner des récompenses à misérables, etc. Mais que pour d'autres, là, bizarrement, on se met des œillères. Vous dire que cet encensement de Johnny Depp pendant le festival de Cannes, ça sent quand même bon le Polanski au César, montrant une fois de plus que notre pays protège les agresseurs, coucou Darmanin, mais non, j'ai décidé de ne pas en parler. Bon déjà, parce que flemme de recevoir les commentaires des Jack Sparrow sexuels me disant que ouais, mais le ciel a ses torts, viré de Warner, censure, on peut plus rien dire. Alors que le sujet est bien plus profond que ça quand même. Mais c'est surtout que je voulais vous parler d'un sujet certes moins récent, mais tout aussi, voire plus important, et que bizarrement, j'ai pas vu tourner tant que ça, donc ça me paraissait important d'en parler. L'arrêt de la quotidienne, c'est encore nous, de Charline Vanhoenacker. En effet, dès la rentrée, l'émission phare humoristique de France Inter ne sera plus une quotidienne, mais une hebdomadaire du week-end. Une décision étonnante qui n'est pas du ressort de Charline Vanhoenacker, l'humoriste belge affirmant prendre toujours autant de plaisir à faire cette émission, et ce malgré les années. Une nouvelle tragique pour l'humour gauchasse radiophonique française que personne ne comprend. Mais genre, personne. Parce que si l'émission était en perte de vitesse, il y aura une logique. Mais là, c'est tout l'inverse. L'émission est un succès d'audience, et ce au point de se rapprocher des grosses têtes animées sur RTL. Ils n'ont jamais été aussi hauts dans les sondages, et quand tu te dis qu'ils avaient 350 000 auditeurs en 2014, et là, 1 025 000, donc concrètement, en gagnant 100 000 personnes par an, ouais, tu comprends pas. Donc vu les chiffres, pourquoi un tel changement? On sait pas trop, la principale intéressée n'a pas donné de réelle explication, pas plus que France Inter. Enfin si, la direction a fait un communiqué, mais en utilisant une telle langue de bois qu'elle a dû ravager la moitié de l'Amazonie. Mais dans tous les cas, au vu de l'émission, de certaines chroniques et de l'impertinence générale de Charline et sa bande, on peut quand même se demander si ce n'est pas politique. Et disons-le clairement, de la censure. Parce que le coup de déplacer une émission ultra populaire, de réduire son temps d'antenne à une case avec moins d'audience pour la casser dans l'œuf avant de l'annuler, ça c'est vu pas mal de fois. On peut par exemple penser au Guignol de l'info complètement défiguré par Bolloré. Oui, alors c'est aussi un truc, c'est que quand quelqu'un est dans une position de force dans un média, on commence par réduire son temps d'antenne. Quand en 2015-2016 à Canal, Bolloré vient de prendre le pouvoir et que Maxime Saada est complètement coincé par le poids de l'actionnaire qui manifestement n'aime pas ni les guignols, ni l'investigation, etc. Maxime essaye de nous dire, alors en fait ce qu'on va faire, vous avez une hebdo d'enquête de 52 minutes par semaine, 40 programmes par an, on va faire mieux, on va faire différent, on va faire un truc, on va moderniser. En fait, on va le faire une fois par mois. Mais mieux, ça sera bien. Voilà. Et quand la précédente direction avait annoncé à Paul Moreira en 2006 qu'on supprimait 90 minutes, qui était une excellente émission d'enquête de Canal, les mots de Rodolphe Velmer étaient, on va reformaté. Je crois que Moreira lui a dit, tu veux dire supprimer, voilà. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Après, objectivement, on ne peut pas vraiment savoir. Il y a peut-être des infos qu'on n'a pas, et ce n'est qu'une théorie. Mais à titre personnel, je pense sincèrement que c'est ça. Que le gouvernement utilise tous les moyens à leur disposition pour museler l'opinion publique, et si ça passe par les coups de matraque et l'interdiction des casserolades, ça passe aussi par la censure de l'humour. Surtout quand l'humour est aussi critique. Mais au-delà de ça, au-delà de mon appréciation personnelle, au-delà du fait que ce soit vrai ou pas, dans tous les cas, cette situation est inquiétante. Inquiétante pour la critique, parce que si une émission humoristique, alors oui, de gauche, mais c'est pas Karl Marx non plus, peut être déprogrammé comme ça, déporté le week-end, et ce, malgré d'aussi bonne audience, des émissions encore plus critiques, avec encore plus de fond et plus intellectuelles. Alors, je dis pas que Meurice et les autres sont des débiles, mais c'est d'abord de l'humour, c'est pas Plenel non plus. Ce genre d'émission a du souci à se faire.
si elles existent encore. Je regarde pas la télé, donc je peux pas savoir. Et cette situation, on est quand même pas mal à l'avoir pressenti. Oui, parce que la redevance TV de 138 € qu'on payait quasiment tous les ans, ça constituait un budget stable pour l'audiovisuel public. Maintenant, avec sa suppression, c'est l'Assemblée qui va voter ce budget, et ça veut dire que le montant qui va revenir à nos médias nationaux pourra varier en fonction de la composition du Parlement et du contexte politique et économique. La production de l'information ne devrait pas dépendre de la couleur politique d'une assemblée ou d'un gouvernement. Parce que oui, la fin de la redevance télé, c'est sympa et ça fait gagner quelques euros d'économie, mais c'est surtout signer la fin de la liberté de l'audiovisuel public. Et c'est logique, si tu gagnes une partie de tes revenus de façon autonome, par un genre de taxe, genre, tiens, la redevance par exemple, tu te doutes bien que t'as plus de liberté que si t'es totalement dépendant des subventions de l'État. Parce que si c'est eux qui payent l'entièreté de ton budget, c'est quand même plus compliqué de les critiquer là, hein. Ce serait quand même dommage de perdre des subventions parce qu'on a voulu être un peu trop subversif, non? C'est comme les pubs à la télé ou dans les journaux. Alors oui, techniquement, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Si t'es sponsorisé par Coca, c'est quand même difficile de parler des problèmes écologique ou de santé liée à l'entreprise. Si t'es sponsor Amazon, c'est quand même difficile de parler du démon qui dirige Amazon. Comment ça, c'est pas un démon? Donc oui, la redevance télé était nécessaire pour garantir l'autonomie de l'audiovisuel public. Et ça, Macron, il le savait. C'est pas nouveau qu'un président utilise son pouvoir pour contrôler des médias. Ils font un peu ce que faisait Stéphane Guillon sur France Inter il y a quelques années. Je rappelle que pour le démonter, Sarkozy avait été obligé de changer la direction de la radio publique. Il avait mis Philippe Val à la direction de Radio France et Jean Lucas à la direction de France Inter. Et au bout de quelques mois, ces deux types avaient réussi à tordre Guillon et Porte et à les faire virer de France Inter avec des milliers d'auditeurs en colère devant la maison de la radio pour protester. Donc virer les humoristes à France Inter, ça fait un moment que ça dure. Ça a été sous Sarko. Sous Macron, on fait pareil. Alors oui, tout ça sent quand même très mauvais. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est continuer de lutter, de gueuler, de continuer à écouter et d'apporter du soutien aux émissions apportant la contradiction. Et en attendant, souhaitons bonne chance à Charline et les autres en espérant que la censure n'aille pas plus loin. Et pour finir, comme toujours, un petit sujet léger, et cette fois-ci, on va parler homophobie. Car si vous ne le saviez pas, la semaine dernière, à savoir le mercredi 17 mai, c'était la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Une journée très importante pour les personnes LGBTQ+, permettant de dénoncer et sensibiliser sur les horreurs que subissent les personnes qui osent ne pas être hétéros. Bande de malades. C'est contre nature. Et en l'honneur de cette lutte, la Ligue de football professionnelle a eu une initiative à saluer. L'initiative étant de faire porter aux joueurs un maillot aux couleurs arc-en-ciel autour du slogan « Homo ou hétéro, on porte tous le même maillot ». Ces maillots seront ensuite revendus aux enchères au profit d'associations luttant contre l'homophobie. Alors oui, c'est très cool et on ne peut qu'approuver, mais apparemment, certains joueurs étaient pas de cet avis. Car oui, plusieurs footballeurs ont refusé de porter le maillot et n'ont ainsi pas joué lors des matchs de ces événements. Mais pourquoi donc n'ont-ils pas voulu porter ce maillot, me direz-vous? C'est triste à dire, mais les raisons principalement avancées sont liées aux croyances et religions. Mais ne nous mentons pas, le vrai problème, c'est l'homophobie. Parce qu'à l'instar de Mostafa Mohamed, joueur de l'équipe de Nantes, tu peux te justifier en utilisant le mot respect beaucoup trop de fois dans ton communiqué pour que ça paraisse sincère. Je suis désolé mec, mais ça reste de l'homophobie. Imaginez juste la même chose avec une journée comme la journée pour le droit des femmes, la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, ou la journée internationale de lutte contre l'islamophobie. Ce serait perçu comme horrible. Parce que ce serait le cas. Et oui, je sais, toi, le petit margoulin qui clairement et visiblement n'y connaît rien en homosexualité, tu vas me dire « Oui, mais être une femme, c'est pas un choix, la couleur de peau non plus, nanana ». Alors déjà, petit 1, la religion, c'est pas un choix normalement, genre tu nais, t'es obligatoirement chrétien, juif, musulman ou bouddhiste. C'est bon à savoir. Et sinon, oui, tu as totalement raison, le genre, la couleur de peau, c'est pas un choix. Mais tu sais quoi ? Les préférences sexuelles non plus. Alors tout d'abord, est-ce que l'homosexualité est un choix? Non, ça va, je crois qu'aujourd'hui tout le monde a compris. On trouve de l'homosexualité dans toutes les ethnies humaines, dans toutes les sociétés sur la planète. Il y en avait dans toutes les civilisations depuis la nuit des temps et même chez les animaux. Non, le pourcentage d'homosexuels dans la population est le même partout. On n'enregistre aucune variation significative, que la société tolère l'homosexualité ou même qu'elle l'encourage. Les statistiques montrent qu'être élevé par des parents homosexuels n'a aucune incidence sur l'orientation sexuelle de l'enfant. S'il est homo, il s'assumera plus facilement, c'est sûr, mais ça n'augmente pas ses chances. Encore mieux, dans la nature, on voit des centaines de cas d'oiseaux formant naturellement des couples homosexuels qui couvent et élèvent les oisillons d'autres oiseaux. Et ça n'augmente pas le nombre d'oiseaux homosexuels. Ça change rien, les gars!
Et oui, au passage, vous venez d'apprendre que l'adoption par les couples homosexuels existe déjà depuis des millions d'années. Et alors, si c'est pas les parents, si c'est pas la société, si c'est pas un choix, qu'est-ce que c'est? C'est naturel! Wouh! Si toutes ces influences extérieures qu'on vient de lister n'ont pas d'impact sur notre orientation sexuelle, c'est parce qu'elle est déjà décidée à notre naissance. On ne choisit pas son orientation sexuelle. Parce que sinon, je pense que pas mal de membres de la communauté LGBTQ+, s'emmerderaient pas à se faire insulter, tabasser, renier par leur famille. Parce que clairement, c'est beaucoup plus chill d'être hétéro. Donc si tu te sers de ta religion, et quelle que soit la religion, attention, pour couvrir ton homophobie, ben, désolé pas désolé, mais t'es homophobe, c'est tout. Et malheureusement, il n'y a pas que les joueurs qui ont brillé par leur discrimination. Il y a aussi les entraîneurs. Comme par exemple Eric Roy, le coach de l'équipe de Brest, qui a râlé parce que, et je le cite, « Il ne faut pas le faire dans les 3 derniers matchs où se joue la survie des clubs. Il faut le faire au mois de décembre ou en septembre. Jugeant que, et je le recite, chacun est libre de ses opinions. » Bah oui ma gueule, t'as raison. L'homophobie est juste un fléau qui pullule encore partout dans le monde, mais vas-y, le plus important c'est tes matchs, hein. Bah oui, mais quelle idée aussi d'avoir fait cette initiative aussi proche de la journée internationale de la lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. C'est complètement con. Et encore plus fou, le faire lors des matchs importants, donc là il y aura plus de visibilité et d'impact. C'est vrai que c'est bizarre, hein. À côté de ça, on a Bruno Genesio qui nous dit... Et je le cite, « Je ne suis pas certain que ce soit nécessaire de faire une journée contre l'homophobie. Je pense qu'on a tous conscience de ça et que ce n'est pas la peine de l'afficher tout le temps. » Et avec encore une fois, le fameux « chacun est libre de penser ce qu'il veut ». Non mais t'as raison, clairement, on n'a pas besoin de lutter contre l'homophobie. Selon SOS Homophobie, donc normalement ils savent de quoi ils parlent, il y a une agression homophobe tous les 2 jours et une hausse de 28% entre 2021 et 2022. En mars dernier, on a une mère qui a démissionné de son poste suite à des insultes et une agression homophobe, ce qui malheureusement rappelle quelqu'un d'autre. On a l'ancien joueur Wissam Belkacem qui nous parle de l'homophobie réelle et concrète du milieu, qui a dû cacher sa sexualité pendant des années et a préféré se retirer de la vie footballistique afin de vivre sa sexualité pleinement et sereinement. Le mec a dû se cacher des années et arrêter sa passion parce qu'il préfère les hommes que les femmes. Et rien que le 22 mai dernier, donc assez récemment, on va pas se mentir, une bouteille remplie d'un mélange explosif d'acide et d'aluminium a été jetée sur le centre LGBT de Tours. Et malheureusement déjà, 1, c'est pas la première fois que ça se passe, et de 2, bizarrement, on n'en a pas trop entendu parler de ça dans les médias. Par contre, un peu de peinture sur un truc symbolique et en plus qui peut s'enlever, alors là on en parle partout, on continue, hein. Et là c'est que des exemples, hein. J'en ai à la pelle des comme ça. Mais sinon, non, t'as raison, tout va très bien. C'est pas comme si tous les jours, 2 actes et un jeu homophobe étaient orchestrés, pas du tout. Et en plus, on vient de le voir, le milieu sportif est grave tolérant. Alors du coup, pas besoin de lutter, on s'en fout. Et puisqu'on est libre de penser ce qu'on veut, bah allons-y, YOLO. Le racisme, le sexisme, l'islamophobie, c'est open bar. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un truc qu'il fallait pas? Vu que l'homophobie peut se défendre apparemment, bah pourquoi pas ça? Dans tous les cas, à tous les fans de sport et croyants qui ne sont pas intolérants, je suis sincèrement désolé pour vous. Encore une fois, à cause d'une minorité, vous passez pour des cons. Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si France Inter, c'est de droite ou de gauche, je sais pas, mais en ce moment ça penche plus d'un côté, non? Allez, salut. Tout va bien.